Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir dans Bienvenue en Île-de-France, votre rendez-vous quotidien consacré à votre région et diffusé comme tous les jours sur Le Figaro TV. La pauvreté se renforce-t-elle en Île-de-France? C'est ce qui ressort de l'étude de l'Institut Paris Région. Certains quartiers se paupérisent quand d'autres, à l'inverse, se gentrifient. Trois invités autour de moi pour en parler, Yann Brossa, Geoffroy Carvalino et Philippe Moreau-Chevrolet. Je vous les présente dans un instant. C'est un empire puissant, il a rayonné dans tout le Moyen-Orient du XIIIe au XVe siècle. La dynastie des Mamlouks est au cœur d'une très belle exposition en ce moment même au musée du Louvre. Nous verrons pourquoi cette dynastie a été quelque peu oubliée aussi avec le temps. Enfin, la chronique Histoire avec Geoffroy Caillé, nous reviendrons sur la Commune de Paris, une semaine où la capitale fut véritablement à feu et à sang, un événement qui fait l'objet d'un mythe pas toujours justifié, vous verrez. Soyez les bienvenus dans les studios du Figaro. On les appelle les quartiers prioritaires, ces zones urbaines les plus pauvres nécessitant une intervention des pouvoirs publics. En 2024, à l'Île-de-France, on comptait 298 contre 272 en 2015. C'est ce que révèle une étude de l'Institut Paris Région. Un Francilien sur 7 réside dans un quartier prioritaire. Alors comment l'expliquer? Quelles conséquences aussi en matière de politique publique? Trois invités autour de moi, je vous lisais pour en parler. Bonjour tout d'abord Yann Brossa. Bonjour. Vous êtes sénateur, coprésident du groupe communiste Conseil de Paris et candidat à la mairie. Geoffroy Carvalino, bonjour. Bonjour. Élu régional de Seine-Saint-Denis et conseiller régional en Île-de-France également. Et puis enfin, bonjour Philippe Moreau-Chevrolet. Bonjour. Vous êtes, quant à vous, professeur de communication politique à Sciences Po. Alors je le disais, un Francilien sur 7 vit dans un quartier prioritaire. Ça fait tout de même 1,7 million de personnes en Île-de-France. Ceci dit, toutes les communes ne sont pas touchées de la même manière. Je vous propose de regarder cette carte. Elle indique la part de la population en quartier prioritaire au sein, voilà on la voit, cette carte, on voit donc la population en quartier prioritaire au sein des intercommunalités en Île-de-France. On voit que la situation est très contrastée, on va bien sûr y revenir en détail. À Aubervilliers par exemple, cela concerne 90% des quartiers, à la Courneuve c'est 89%. Je prends évidemment les chiffres les plus hauts. Geoffroy Carvalino, je commence avec vous. Est-ce que le fait qu'on ait davantage de quartiers prioritaires en Île-de-France, pour vous c'est un échec ? Pour moi, ce n'est pas un échec parce qu'il y a des pouvoirs publics, les maires, les départements, les régions, qui font en sorte que quotidiennement, en fait, on fait en sorte que la population soit moins pauvre et qu'on se retrousse les manches pour travailler. Là, vous citez par exemple la Courneuve au Aubervilliers. Moi, j'ai grandi à la Courneuve et j'ai fait mon bac et mon BTS au lycée Le Corbusier au Aubervilliers. Et ce week-end, j'étais à l'inauguration d'une extension du parc Georges Valbon, mais il y a aussi eu de la rénovation urbaine. Il y a des transports en commun qui sont moins chers maintenant avec le pass unique, 2,50 € pour tout le monde ou 1,99 € si y a Liberté Plus. Donc en gros, aujourd'hui, on a des politiques de toute tendance politique, je tiens à le dire, qui font le travail pour rehausser le niveau. Après, cette carte, elle veut dire quelque chose. Ça veut dire aussi qu'on doit prendre en compte ces données et donner encore un petit peu plus pour les autres. Et ça nous dit qu'il faut encore travailler davantage et de faire en sorte que la rénovation urbaine accélère dans certains quartiers, parce qu'on le voit, parfois ça prend quelques années, voire parfois les projets sont à l'arrêt parce que les communes sont en difficulté financière. Il n'y a pas forcément parfois de la volonté du côté de l'État, mais en tout cas, du point de vue des communes, départements et régions, on se retrousse les manches pour être aux côtés des personnes et de faire en sorte qu'il y ait une véritable mixité sociale et d'aide pour l'éducation, la sécurité ou d'autres choses. Alors je précise qu'en 10 ans, il y a bien sûr 26 quartiers franciliens qui sont devenus prioritaires, mais dans le même temps, il y a également 12 quartiers qui sont sortis justement de cette classification, notamment, et on va y revenir grâce à l'urbanisation. Mais je me tourne vers vous, Yann Brossa, on parle de l'Île-de-France. Les quartiers prioritaires, ça concerne aussi Paris. Il y a des quartiers prioritaires dans la capitale. Vous avez été adjoint à la mairie, en charge notamment du logement, de 2014 à 2023. Est-ce que ces quartiers font l'objet d'un traitement particulier de la part de la mairie de Paris ? Oui, bien sûr. D'ailleurs, en soi, le fait qu'il y ait des quartiers qui bénéficient de la politique de la ville, c'est plutôt en soi une bonne chose, puisque ça veut dire que les pouvoirs publics mettent le paquet, notamment en matière de services publics, de rénovation des logements sociaux. Et ça, en soi, c'est une bonne chose. D'ailleurs, à Paris, nous rénovons chaque année plus de 5000 logements sociaux prioritairement dans les quartiers prioritaires. Ensuite, il y a quand même, à mon sens, une question à se poser. Qu'est-ce qui fait qu'on a une augmentation du nombre de quartiers politiques de la ville ? C'est quand même un vrai sujet. Bon, il y a deux choses. D'abord,
en Île-de-France et en France de manière générale, on a une augmentation de la pauvreté. On est la 7e puissance économique du monde et on a 10 millions de pauvres dans notre pays. On a un habitant sur 7 en Île-de-France qui vit dans un quartier politique de la ville. Donc oui, il y a une augmentation de la pauvreté. Et puis deuxième élément, c'est que vous avez une ségrégation qui est encore très forte. Nous sommes sans doute la région de France, l'Île-de-France, dans laquelle on a le plus de ségrégation sociale. C'est-à-dire d'un côté des quartiers dans lesquels on a une concentration de pauvreté et de l'autre des quartiers dans lesquels on a une concentration de richesse. C'est un vrai sujet. Et donc de mon point de vue, on ne peut résoudre ce problème qu'avec une meilleure répartition du logement social. Et tant qu'on aura un certain nombre de villes dans lesquelles vous aurez 2, 3, 4% de logements sociaux, inévitablement, vous aurez d'autres villes dans lesquelles on aura des concentrations de pauvreté extrêmement importantes. Si on veut y arriver, il faut une meilleure répartition du logement social, ce que nous avons essayé de faire à Paris, puisque dans un arrondissement comme le 16e, par exemple, nous avons multiplié par 8 le taux de logements sociaux au cours des dernières années. On n'est pas forcément dans ce que M. Carvalino appelait quelque chose de consensuel. Pour le coup, c'est quelque chose qui, je crois, fait débat à Paris et ailleurs. Je pense que la mixité sociale, en tout cas, ça devrait nous mettre d'accord. Je vais revenir à vous, M. Carvalino, mais d'abord, M. Brosset parlait d'une situation contrastée en Île-de-France. Effectivement, Philippe Moreau-Chevrolet, l'Île-de-France compte à la fois le département le plus pauvre et en même temps les 3 départements les plus riches de toute la France métropolitaine. Donc c'est dire si vraiment on cultive les contrastes. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y a un contraste aussi fort dans notre région ? Parce qu'on attire beaucoup de richesses, d'investissements, de main-d'œuvre aussi, qualifiée en général. Donc on a beaucoup de concentration de richesses dans une toute petite portion du territoire. On est un pays jacobin, on est un pays centralisé, donc on aime bien que tout converge vers Paris. Et la rançon de ça, c'est qu'on concentre les richesses aussi bien que les populations. Il y a beaucoup de spéculation immobilière à Paris aussi, ce qui fait qu'il y a une élimination naturelle, Paris et la région parisienne, une élimination naturelle où on repousse petit à petit les classes moyennes vers la périphérie, mais ça tout le monde le sait. Il y a eu des cités dortoirs qui ont été créées aussi dans les années 60, 70 pour faire face à la main-d'œuvre qu'il fallait bien faire venir de l'étranger, puisqu'elle n'existait pas, comme d'ailleurs encore aujourd'hui en Île-de-France. Donc il y a toujours cette nécessité, finalement, c'est un peu le New York de la France, Paris. On accueille les nouveaux entrants, y compris les nouveaux nationaux. On leur donne du travail, on les installe, mais petit à petit, on les éloigne du centre parce que tout simplement, la richesse est au centre. Monsieur Brosset parlait de ségrégation sociale, c'est un terme que vous utiliseriez ? C'est vrai, mais il faut faire attention sur une chose, c'est qu'en général, dès que la mairie de Paris prend une mesure, l'ensemble des opposants disent « Oui, mais attendez, ça c'est pour les Parisiens, ceux qui vivent autour, ils n'en bénéficieront pas, voire ils seront pénalisés par ces mesures. » Je pense aux ZFE par exemple. C'est pas si vrai que ça. Émission, hein, voilà, il y a les fameuses étiquettes qui empêchent qu'un véhicule polluant entre dans le centre-ville. Il y a un débat très populiste là-dessus. Le truc, c'est qu'il y a 15% de pauvreté à Paris. On n'en parle jamais, mais c'est une réalité de Paris. Et les départements les plus riches, les communes les plus riches, c'est autour. Il y a la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Hauts-de-Seine, qui sont beaucoup plus riches que Paris. Je veux dire, on est à 5% de pauvreté en moins. Donc, oui, c'est contrasté. C'est pas forcément juste Paris intramuros et ensuite la banlieue, c'est contrasté même au sein de la capitale, c'est ça que vous nous dites ? Oui, c'est au sein de l'Île-de-France, en fait, il y a des poches de richesse beaucoup plus importantes à l'extérieur de Paris qu'à Paris. Alors, ces quartiers prioritaires, c'est avant tout une politique nationale. On en parle de statistiques, mais ça déclenche ensuite des aides nationales qui sont décidées par l'Assemblée. Alors, je vous propose d'écouter à ce sujet Juliette Méadel, la ministre de la Ville. Écoutez. Pour la première fois, c'est 350. Pourquoi c'est intéressant ? D'abord, ça va être une part de prêt, du prêt pour de l'activité économique. Et deuxièmement, pour 250 millions d'euros, c'est du soutien en capital. Ça veut dire que mon objectif, c'est de soutenir, l'enfance et l'adolescence, donc tous les projets d'investissement pour améliorer les conditions dans lesquelles vivent les enfants et les adolescents dans les quartiers. 2, l'économie. Moi, je voudrais une économie légale dans les quartiers. Alors, on va prendre dans l'ordre. Assez d'entendre parler de cette économie illégale dans les quartiers. Donc, il faut que les entreprises investissent, surtout sur le commerce et l'artisanat. C'était Juliette Méadel, la ministre de la Ville, qui parle donc des sommes qui vont être investies, qui sont investies pour le moment par le gouvernement dans ces fameux quartiers prioritaires. Yann Brossat, est-ce que ces investissements dont parle la ministre, ils sont suffisamment fléchés, ils sont suffisamment efficaces ? En tout cas, ils sont évidemment indispensables. Et elle a raison de parler notamment de l'attention qu'on doit porter à l'enfance. Simplement, dans l'étude qui a été publiée aujourd'hui, qui est très intéressante et qui nous rassemble... L'Institut Paris Région. Absolument. Il y a un élément sur lequel je voudrais particulièrement insister, c'est la question de la suroccupation des logements. C'est l'un des éléments sur lesquels l'étude insiste. On a des logements, particulièrement des logements sociaux, puisqu'ils sont en général majoritaires dans les quartiers politiques de la ville, qui sont de plus en plus suroccupés. C'est-à-dire que vous avez
des familles qui s'entassent dans des logements qui ne correspondent plus à leur configuration familiale. Et de ce point de vue-là, on aurait besoin d'un soutien beaucoup plus fort de l'État pour développer le logement social, développer le logement de manière générale, mais le logement social en particulier. Parce que si on a envie, par exemple, qu'un jeune qui a 21, 22 ans, qui continue à vivre chez ses parents, ait la possibilité de partir et de construire sa vie avec sa famille, il faut qu'il y ait un logement qui lui permette d'en sortir. Or, nous sommes dans une situation, en France de manière générale, mais particulièrement en Île-de-France, dans laquelle la production de logements abordables est complètement à l'arrêt. Et donc on peut avoir de très belles ambitions en matière de politique de la ville, mais si on n'a pas dans le même temps une politique du logement qui permet aux gens de se loger dans des conditions qui soient dignes, inévitablement les difficultés se concentrent, et c'est notamment ce que pointe cette étude. Geoffroy Carvalino, sur l'importance du logement. Oui, c'est hyper important le logement, parce qu'on le voit, c'est une réalité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se loger dans le parc privé et n'arrivent pas à obtenir un logement social parce qu'il y a des milliers de demandes dans toutes nos villes de Seine-Saint-Denis. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Qu'est-ce que font les maires et on fait à la région? Eh bien, on fait en sorte de soutenir la production de logements, mais aussi de recréer des quartiers. Nous, on a créé par exemple le dispositif Quartier innovant écologique où on aide en fait les maires à construire des nouveaux quartiers totalement mixte avec du logement social, du logement intermédiaire, de l'accession sociale à la propriété, du BRS, le bail réel social et solidaire. Donc tout ça, ça fait des nouveaux quartiers, on fait de la mixité. Et dans certains quartiers, notamment de Seine-Saint-Denis, mais pas seulement, parfois dans d'autres départements, là où il y a trop de logements sociaux parfois dans un seul endroit, eh bien là on fait quoi? On crée de la mixité et on veut que demain, eh bien le jeune qui grandit dans un HLM, eh bien puisse venir propriétaire près de chez lui. Et quand on construit des quartiers à taille humaine avec 1000, 1500 logements, avec des services publics, on répond pleinement en fait à cet objectif et on permet aux jeunes de rester proches de leurs parents. J'entends bien, je remonte un petit peu et je vous pose la même question qu'à Yann Brossard. Comment ça se passe la coordination entre d'un côté les aides de l'État centralisé, on en parlait tout à l'heure avec Philippe Moreau-Chevrolet, et concrètement la région, les municipalités et la réalité de ces quartiers sensibles? Souvent, l'État et les préfets ont des objectifs de construction. Et donc, ils vont voir les maires en disant, voilà, il faut construire du logement à tel endroit. Mais à l'après, c'est le maire. C'est le maire qui est vraiment le bâtisseur dans sa commune. C'est lui qui va décider là où il y aura de l'implantation de logements. Il va travailler avec les différents opérateurs et ensuite, il va venir chercher des aides concrètes auprès de la région, du département, la métropole du Grand Paris ici, et donc pour financer en fait les logements et tous ces quartiers. Donc c'est le maire qui est véritablement au cœur de ce système pour faire ces créations, et ensuite les pouvoirs publics sont à son aide. Ou par exemple sur la rénovation urbaine aussi, c'est des sujets qui sont portés de la même manière par le maire qui veut une réelle rénovation avec consultation de la population, parce qu'il faut beaucoup consulter les citoyens avant de faire de la rénovation urbaine. Et ensuite, là également, il y a bien sûr l'Agence nationale de la rénovation urbaine qui est là pour aider, mais là aussi, nous, par exemple, la région, on participe et par exemple, rien qu'en septembre-octobre, dans le quartier des Quatre Chemins à Pantin, qui est vraiment un quartier prioritaire politique de la ville dans laquelle je suis élu, eh bien, la région Île-de-France a aidé à la reconstruction d'un centre municipal de santé. Et là, on a mis 1 200 000 euros, ce qui fait qu'en fait, des partenaires, parfois il y a le département qui est là, donc en gros, c'est comme ça qu'on y en aide et qu'on crée du vrai service public pour les gens dans les quartiers. Philippe Moreau-Chevrolet, j'entends bien nos deux invités politiques qui nous disent qu'ils font ce qu'ils peuvent, qu'ils ont leurs priorités. Quand même, est-ce que cette articulation entre pouvoir national et pouvoirs régionaux et locaux, ça fonctionne aujourd'hui en France ? Oui, ça fonctionne. Il y a quand même une très grande autonomie laissée aux collectivités locales et on l'entend, donc ça fonctionne bien. Après, la politique de la ville en France, c'est très particulier parce que d'une part, personne ne veut jamais de logement social chez soi, donc c'est une bataille qui a été perdue dès le départ quasiment. Donc il y a des mouvements aussi locaux. Je veux dire, quand on veut implanter des logements sociaux dans un quartier, immanquablement, ça crée un problème local important. Il n'y a pas vraiment de politique de la ville parce que, en fait, c'est conçu la politique de la ville essentiellement comme une politique des quartiers. On a opposé de façon extrêmement étrange les villes et les campagnes en faisant des plans, en créant un ministère de la ville qui est en fait un ministère des quartiers. Alors qu'il faudrait penser le fossé entre la ville et le périurbain, par exemple, ou la campagne en ce moment. Et l'essentiel des problèmes politiques de notre pays, ça vient un petit peu du débat qu'on a ici, qui est un débat urbano-urbain, autour de la notion de pauvreté. Et en fait, il faudrait la prendre en compte à l'échelle nationale, il faudrait essayer de voir la mobilité des gens, il faut essayer de voir l'inégalité entre les territoires. Ça éviterait que dès qu'on prend une mesure à Paris, dans les campagnes, on se dise, ils sont vraiment fadas, ces Parisiens, c'est pas pour nous, ils veulent se déplacer en vélo, nous on est en voiture. Oui, c'est vrai.
Il y aurait une façon de penser le débat qui est national, qui n'est pas fait. Il faudra trouver un ministère, un super ministère de l'aménagement du territoire. Ça existait à une période, qui n'était pas un ministère de la ville, qui était un ministère de l'aménagement du territoire. On arrivait à penser ces politiques urbaines d'une façon unifiée, comme vous le dites. Yann Brossat, vous vouliez réagir? Je partage parce que je pense qu'il faut décloisonner le raisonnement. On ne peut pas penser les quartiers politiques de la ville indépendamment de ce qui se passe partout ailleurs. Vous allez me dire que je ne suis pas consensuel, mais s'il y a des ghettos de pauvres, c'est parce qu'il y a des ghettos de riches. S'il y a des concentrations de pauvreté dans un certain nombre de territoires, c'est parce que dans un certain nombre d'autres territoires, on a fait le choix de n'accueillir que des gens qui ont beaucoup d'argent. Excusez-moi, mais tant qu'on aura des villes dans lesquelles on a des pourcentages dérisoires de logements sociaux, tant qu'on acceptera que des villes ne respectent pas la loi qui prévoit 25% de logements sociaux dans chaque commune, c'est la loi SRU qui date de 2000, inévitablement, dans d'autres territoires, vous aurez 70, 80, 90% de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc la question fondamentale, c'est comment on fait en sorte qu'on ait une juste répartition de l'effort de solidarité. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, une ville comme Paris, qui a cherché à rééquilibrer le logement social, est aujourd'hui le département d'Île-de-France, contrairement à ce que tout le monde peut penser, qui est le plus mixte. Il y a une étude de l'Atelier parisien d'urbanisme qui date de 2023, qui montre que en Île-de-France, le département dans lequel on a le plus de mixité sociale, c'est Paris. Parfois, de l'extérieur, on a l'impression que Paris est un ghetto de riches. C'est absolument faux. Parce que nous avons développé le logement social. Parce qu'en l'espace de 20 ans, Paris est passé de 13% de logements sociaux à 25% aujourd'hui, en s'efforçant de ne pas en faire toujours au même endroit, mais en allant à la conquête d'autres territoires. Et je vais même vous dire, au départ, c'est très compliqué. On s'en prend plein la gueule. Et à la fin, finalement, les choses ne se passent pas si mal que ça. Et y compris dans des arrondissements de droite, en l'occurrence, on installe du logement social et finalement, les choses se passent convenablement. Ça se fait pas toujours sans heurts. Ça se fait bien sûr avec des polémiques, mais une fois que les logements sociaux sont installés, une fois que les enfants qui grandissent dans ces logements sociaux, fréquentent l'école publique, côtoient d'autres gamins qui, eux, habitent dans le privé et dont les parents ont parfois des revenus plus importants, au final, les choses se passent très convenablement. Et donc, je pense que ça doit nous faire réfléchir aussi. Et Geoffrey Caravalino, il y a un autre point dont l'étude parle, l'étude de l'Institut Paris Région, c'est l'arrivée du Grand Paris Express, dont elle dit que ça change en profondeur la vie de certains quartiers. Est-ce que ça, c'est un élément auquel vous faites attention à la région ? Alors, il y en a qui parlent de l'effet de gentrification, mais moi je dis que c'est la meilleure manière de connecter en fait les quartiers populaires avec tout le reste de l'Île-de-France. C'est-à-dire que déjà on a commencé par exemple à désenclaver Clichy-sous-Bois. Parce que là, on va fêter, enfin pas fêter malheureusement, mais il y a eu ce drame il y a 20 ans de Ziad Ebouna qui a conduit aux émeutes. Là, ça va faire 20 ans et donc les élus locaux se sont battus pour obtenir le T4 qui est arrivé il y a 5-6 ans. Donc ça désenclave. Demain, le Grand Paris Express va aller à Sevran, dans toute la Seine-Saint-Denis, dans toute l'Île-de-France, et ça va permettre de connecter. Et même en Seine-Saint-Denis, dans les quartiers populaires, les premiers employeurs, c'est Orly ou Roissy. Et donc en gros, là aussi, ça va permettre des connexion en fait formidable pour les gens des quartiers populaires et ça va désenclaver où un jeune qui grandit à la Courneuve, à Pontin, au Aubervilliers, il va pouvoir aller au cœur de Paris tous les premiers dimanches du mois, aller profiter d'un musée. C'est ça, le Grand Paris Express, c'est la révolution des transports qu'on fait avec Valérie Pécresse et surtout avec une tarification que nous disions sociale, égalitaire, que vous soyez à l'autre bout de la Seine-et-Marne ou dans Paris, où en fait vous avez le ticket de métro à 2,50 € pour tout le monde. Avant, il y avait plus de 50 000 tarifs où les gens se perdaient, pouvaient payer un aller-retour quasiment 15 €. Et là, même si vous prenez le Liberté Plus, c'est 1,99 € le trajet avec correspondance incluse. Donc c'est ça aussi. Et les transports, ça va faire vivre notre région, c'est de la vitalité économique et ça permet de désenclaver. Voilà à quoi ça va servir. Et vraiment, on le voit aujourd'hui avec l'arrivée de la ligne 14, les rames modernes, l'arrivée de la ligne 11 en Seine-Saint-Denis, ça change les choses de façon considérable. Et ça va se poursuivre, c'est le moins qu'on le puisse, dans les prochaines années, vu les chantiers qui sont en cours. Philippe Moreau-Chevrolet, on parlait de mixité sociale il y a un instant. Il y a aussi une spécificité à l'Île-de-France, en tout cas au quartier prioritaire en Île-de-France, d'après cette étude de Paris Région, c'est que les quartiers prioritaires comptent à la fois plus d'immigrés et plus de personnes diplômées. Et de façon largement supérieure au reste de la France.
Comment est-ce que, pareil, on peut l'expliquer? Alors, vous allez me dire comme tout à l'heure, c'est parce que l'Île-de-France attire énormément de... Oui, ça attire énormément de talent. Il n'y a pas forcément l'argent en face du talent. Et on observe en fait une hausse du chômage dans les populations les plus diplômées. C'est un phénomène assez nouveau. Aux États-Unis, ça atteint parfois 50% dans certaines agglomérations. C'est un phénomène qui est de plus en plus massif, qu'on a du mal à expliquer, mais qui est réel. Et en France, on a le phénomène des cols blancs précarisés. C'est-à-dire des gens extrêmement qualifiés, qui arrivent avec un doctorat, qui arrivent avec un bagage important, qui ne trouvent pas... ils trouvent des emplois à Paris, ils ne trouvent pas de logement à Paris. Si vous trouvez un logement à Paris sans caution parentale, c'est quand même extrêmement difficile. Et ça, c'est une variable que tous les enfants n'ont pas naturellement. C'est-à-dire que vous pouvez... La méritocratie républicaine, le système d'éducation qu'on a, qui est incroyablement bien, enfin, je veux dire, vraiment, c'est une richesse. Ça ne vous donne pas les moyens financiers de vivre à Paris. Voilà, ça vous permet d'accéder à un grand diplôme, ça vous donne envie de venir à Paris, parce que c'est là que ça se passe dans notre pays, mais ça ne vous donne pas la possibilité d'y vivre. Donc vous avez beaucoup de gens qui sont effectivement en périphérie de Paris. Je vais vous dire, le jour où ça se résoudra, peut-être, c'est le jour où on aura un conseil de Paris unique pour l'ensemble de l'Île-de-France. C'est réaliste, ça? Je ne sais pas, mais là, ça résoudra pas mal de sujets parce qu'on sera obligé de prendre en compte l'avis de tout le monde. Voilà, pour l'instant, on vote chacun dans son coin. Donc, il y a des communes qui font remarquablement de travail, d'autres moins. Voilà. Alors, par ailleurs, si on parle de l'Île-de-France, il y a aussi des grosses différences en matière de taux d'emploi, puisque vous en parliez. Dans ces fameux quartiers prioritaires, globalement, le taux de chômage est plus important. Oui, il est plus important. Ben, l'emploi, il est à Paris quand même. C'est là où on travaille, mais c'est pas là où on peut vivre. Et il y a pas mal de cadres aujourd'hui qui dorment dans leur voiture. Ça, c'est la réalité de l'emploi parisien. Les Parisiens n'en ont pas forcément conscience. Les Franciliens non plus, d'ailleurs, mais c'est une réalité. Ce sont des gens qui gagnent bien leur vie. Hein. C'est pas des gens qui gagnent le SMIC, qui gagnent, voilà, ils vont gagner un revenu médian vers 2000. Si je me trompe pas, je parle sous contrôle de Yann Brossat, 2200, 2500. Plus à Paris. 2600 à Paris, plutôt. 2600. Donc ils gagnent le revenu médian, donc c'est pas voilà, mais ils ne trouvent pas à se loger. Donc ils vivent dans leur voiture. C'est un phénomène qu'on voit de plus en plus. Il y a le phénomène des campings en périphérie parisienne aussi. Beaucoup de cadres qui gagnent à peu près ce que je viens de vous dire vivent dans des campings, en particulier quand vous êtes en famille. Si vous prenez un appartement, moi j'habite dans le 9e, qui est un arrondissement très diversifié. On a beaucoup de populations différentes. C'est un des rares arrondissements parisiens qui demeure vraiment populaire, tel qu'était l'image d'Épinal. C'est quand vous voulez acheter un appartement pour une famille de 2 enfants, 3 enfants, c'est 1 million d'euros, c'est 2 millions d'euros. Qui peut mettre ça aujourd'hui dans un appartement? C'est 10% de la population. Alors, parmi les éléments qui font sortir ces quartiers prioritaires de la paupérisation, il y a la rénovation urbaine avec ce que l'on appelle le nouveau programme national de renouvellement urbain. Geoffroy Carvalino, est-ce que pour vous, ce programme, il fait une différence aujourd'hui? Oui, ça fait clairement la différence. Il y a eu l'ANRU 1, maintenant il y a l'ANRU 2. C'est vrai que c'est la suite du premier. Donc, s'il n'y avait pas eu cette agence de la rénovation urbaine créée sous Jacques Chirac avec Jean-Louis Borloo, poursuivi par tous les politiques qui se sont succédés depuis, on n'aurait pas eu de très belles choses. Moi, je vous ai dit, j'ai grandi à La Courneuve, en pleine cité des 4000. Mes parents y sont toujours. Je vois qu'il y a de la différence. Et bientôt, il y aura à la gare, il y aura une gare du Grand Paris Express. Donc il y a eu des efforts de fait en rénovation urbaine avec des tours qui ont été détruites, où il y avait du trafic de drogue, où il y avait des gros problèmes avec du relogement. Ça se poursuit et les maires, change vraiment les choses, cette ça change vraiment les choses, et les maires ont un courage formidable en fait sur le terrain de convaincre aussi que c'est bien, et finalement après tout le monde est content parce qu'il y a plus d'espace vert. Il faut penser aussi au réchauffement climatique. Quand c'est trop urbanisé, c'est compliqué. Donc faut penser tout ça, et aujourd'hui on n'a plus jamais besoin de cette agence de la rénovation urbaine. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que souvent ça patine un petit peu. Pourquoi? Parce que les collectivités territoriales, à cause des coupures de l'État, ont de plus en plus de mal à investir, donc ça retarde les programmes de rénovation urbaine alors qu'on en a vraiment besoin. En plus, ça crée de l'économie. J'ai entendu ce que disait tout à l'heure la ministre de la Ville, Madame Méadel, mais il faut savoir que nous, en Seine-Saint-Denis, on est le premier créateur d'entreprise de France. Voilà. Et grâce aux Jeux Olympiques, il y a eu des grands groupes qui se sont installés, et voilà aussi ce que c'est que la Seine-Saint-Denis. Mais ça ne résout pas magiquement tous les problèmes. Ça ne résout pas tous les problèmes, mais ce qu'il faut, c'est que plus
on va accélérer la rénovation urbaine, plus vous allez avoir de l'économie avec des artisans, vous allez avoir des entrepreneurs et vous allez avoir des grands groupes qui vont aussi prendre des gens qui habitent dans un quartier. Moi, je me souviens, on a encore ce débat-là aujourd'hui, c'est que souvent on dit des grandes entreprises viennent, s'implantent dans cette commune, mais la population n'en bénéficie pas. Là aussi, il faudrait peut-être revoir certains critères ou peut-être des avantages fiscaux pour ces entreprises qui viennent s'installer dans les quartiers prioritaires. Ça a été le cas avec les zones franches urbaines à l'époque, mais là, il faut peut-être être aller beaucoup plus loin et de se dire, en contrepartie, on vous demande des embauches et des CDI, pas des emplois saisonniers ou intérimaires ou d'alternance, non. Et ça, faut plutôt travailler sur ça et ensuite aussi aider tous ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat à que ce soit viable également, parce que souvent, il y a des bonnes idées, il y a des gens aussi très bien diplômés, on le voit, on a des grandes universités en Ile-de-France qui sont de l'autre côté du périphérique et que ça fonctionne très bien. Et en gros, la rénovation urbaine, ça apportera du plus et ça changera aussi le regard sur les CV parce que malheureusement aussi, il y a souvent des discriminations à l'embauche et ça peut être lié aussi à l'adresse. Alors je voulais y revenir sur ces discriminations, mais d'abord Yann Brossat sur la rénovation. Là on parle de la région Île-de-France, évidemment des quartiers entiers qu'on a refait ces dernières années, notamment avec le Grand Paris Express. À Paris c'est un peu plus compliqué. Oui, enfin, on a eu des opérations de rénovation urbaine. On en a en ce moment même dans le 20e arrondissement à Piton-du-Vernois. C'est un quartier qui va être complètement transformé, qui était en grande difficulté et qui va pouvoir sortir la tête de l'eau avec à la fois, bien sûr, de l'activité économique, mais aussi des logements sociaux et puis en accession à la propriété. Enfin bref, en tout cas, si, on en profite également. Je voulais juste insister sur un point. Il y a besoin, bien sûr, dans ces quartiers-là d'activité économique et de la soutenir. Il y a aussi besoin de services publics. Légal, précisait la ministre. Oui, elle a raison. Enfin, je trouve que c'est un peu stigmatisant de le dire de la manière dont elle l'a dit, parce que les quartiers populaires, c'est pas que l'activité illégale, il y a des entreprises et des entreprises qui fonctionnent bien et qui se développent. Mais je voulais juste insister là-dessus. Il y a besoin d'activité économique, il y a aussi besoin de services publics. Et quand je vois, je vous le dis comme élu du 18e arrondissement, où on a plusieurs quartiers politiques de la ville, quand je vois le nombre de fermetures de classes qui sont programmées pour la rentrée, y compris dans un quartier éminemment populaire comme la Goutte d'Or, je me dis que l'État ne peut pas d'un côté dire on va mettre le paquet sur les quartiers populaires et puis de l'autre fermer des classes. Parce que si on a envie que ces quartiers aillent mieux, on a aussi besoin de soutenir les enseignants, les équipes pédagogiques qui se battent dans des conditions souvent difficiles pour faire en sorte que ces gamins réussissent. Sur la stigmatisation, quand même encore un mot, Philippe Moreau-Chevrolet, on parle de ces fameux quartiers prioritaires. Ils ont longtemps été perçus comme assez stigmatisants, ces quartiers prioritaires. Les politiques locaux ne voulaient pas trop qu'on en parle parce que ça mettait la lumière de manière négative sur leur ville ou sur leur municipalité. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore une étiquette stigmatisante ? Oui, aujourd'hui encore, on cherche à montrer qu'on fait baisser le nombre de quartiers prioritaires de la ville. Ce qui est assez particulier, parce qu'effectivement, c'est plutôt une bonne chose d'être aidé par l'État, c'est pas une mauvaise chose. Mais oui, c'est stigmatisant d'y habiter, c'est effectivement un sujet motif de discrimination. C'est stigmatisant aussi d'y vivre, c'est vrai, en particulier quand on vous répète que vous êtes un lieu de narcotrafic, etc., à longueur de temps, ce qui est quand même assez pénible. Et aujourd'hui, on est dans une structure très polarisée dans la société française, donc on ne peut pas avoir de débat apaisé. C'est un peu tout ou rien. Donc, vous êtes quartier prioritaire de la ville, ça veut dire que vous êtes un quartier pauvre qui cumule les tares, qui cumule les problèmes. Et changer cette image-là, ça fait quoi ? Ça fait depuis la sortie de La Haine, il y a plus de 20 ans qu'on travaille à ça. Et en fait, depuis La Haine, aujourd'hui, c'est la comédie musicale. Tant mieux, on prend ça un peu plus légèrement. Mais je veux dire, la situation n'a pas vraiment changé en termes d'image. Il y aurait une communication à faire. Encore une fois, peut-être pour sortir de cette considération, de cette opposition quartier, France périurbaine, campagne, retrouver une forme d'unité nationale en expliquant que les différences sociales, les différences de religion, etc., c'est que des différences très superficielles. Vous nous vendez un petit peu le monde des bisounours. Mais c'est le président de la République qui aurait dû faire ça en 2022. Je veux dire, on n'a pas eu de campagne présidentielle. C'est pas de sa faute, il n'y en a pas eu. Voilà. Mais il aurait fallu en trouver une. C'est là où, vous voyez, en 2027, on a l'occasion de... Mais ce que vous voulez dire, Philippe Moreau-Chevrolet, c'est qu'on a besoin de l'entendre. Il y a quand même eu des progrès ces dernières années, même si, là, on voit bien sur l'Île-de-France, il y a une paupérisation, mais ce n'est pas accompagné d'un discours qui permet qu'on en prenne conscience. Il n'y a pas de discours valorisant qui va avec. Au lieu d'être dans un discours qui consiste à dire on va s'en sortir ensemble, quelles que soient les différences, et au fond, on va retrouver un modèle français, on va être dans le rassemblement, l'unité, on va s'entraider, on va faire attention à l'autre. On est dans un discours où il y a des zones de danger, on va mettre de l'argent pour que ce soit moins dangereux et moins problématique. On ne peut pas traiter les différences sociales comme ça, c'est violent, c'est agressif, c'est ressenti comme une violence et on reçoit de la violence en retour. Donc il faut arriver à avoir un discours national, on est là pour s'entraider, pour faire attention à l'autre.
C'est ce qu'on aurait dû dire aussi pendant le Covid. Mais les Français ne savent pas faire ça, on ne sait pas. On est toujours dans des structures hyper rigides, on préfère dire qu'on est en guerre plutôt que... Simplement, il faut faire attention à son prochain. Bon, c'est mon message œcuménique. On pourrait en faire une émission entière sur le pessimisme ou l'optimisme français nécessaire et la nécessité de la communion nationale. Merci à tous les trois en tout cas d'être venus nous parler de ce sujet. Merci Yann Brossage, Geoffroy Carvalino, Philippe Moreau-Chevrolet. Merci de nous avoir partagé votre point de vue. Je vous propose à présent de partir sur les traces d'une civilisation à la fois puissante et méconnue. Et c'est en votre compagnie. Bonjour Karine Juvin, bonjour, bienvenue. Vous êtes la commissaire scientifique de l'exposition Mamlouks 1250-1517 qui se tient en ce moment au Louvre et jusqu'au 28 juillet. Alors, pour bien situer où nous sommes, où est-ce que nous vous emmenons, nous sommes au Proche-Orient, au XIIIe siècle, dans ce qui est aujourd'hui l'Égypte et la Syrie, si je simplifie un peu. C'est là qu'apparaît un empire puissant, l'empire Mamlouks. Il va rayonner dans toute la région. Alors à l'origine, c'est un empire ou plutôt une dynastie qui est militaire. Oui, tout à fait. Les Mamelouks sont à l'origine des esclaves militaires recrutés par le pouvoir en place à l'époque en Égypte et en Syrie, qui constituent une garde rapprochée, une garde de cavaliers d'élite, et qui, à la faveur de la croisade menée par Saint-Louis, qui arrive en Égypte en 1249, va renverser le pouvoir en place et prendre la place dans cette région. Oui, pardon, je prononce Mamelouks, mais effectivement, les Mamelouks. Alors, à son apogée, cet empire Mamelouk, il va véritablement rayonner. Enfin, il a représenté le cœur culturel du monde arabe à une époque quand même. Oui, la période du sultanat mamelouk, qui est une période assez longue, plus de 2 siècles et demi, 1250-1517, c'est inclus dans le titre de l'exposition. C'est une période très longue et qui a constitué effectivement une période d'apogée culturelle pour cette région. Les grands centres du sultanat, le Caire en premier lieu, mais aussi Damas, étaient de grands centres qui attiraient des savants, des étudiants, des artistes de toutes les régions de l'ensemble du monde islamique. Alors pour plonger pleinement dans cet univers, je vous propose de regarder la bande-annonce de cette exposition. On revient juste après. Il y a bien longtemps, enfants des steppes, enlevés à leur famille, ils furent élevés loin de leur pays d'origine et formés à devenir des guerriers d'élite. Esclaves affranchis, ils devinrent les soldats les plus redoutables du Proche-Orient. C'est de leurs armes et de leurs mains que va naître l'Empire Mamelouk. De l'Égypte au Levant, leur puissance guerrière devint une domination politique et une civilisation brillante. À la virtuosité militaire répondait l'excellence de leur art. Durant plus de 2 siècles et demi, les Mamelouks formeront une dynastie légendaire de déracinés. Au carrefour de l'Asie, l'Afrique et l'Europe, les Mamelouks contribueront à créer un Orient connecté. Leur grandeur résonne encore aujourd'hui. Mamelouk, une exposition inédite au Louvre. Voilà, on a même le générique exposition à voir donc en ce moment au Louvre et donc jusqu'au 28 juillet j'y arriverai et nous sommes toujours avec Karine Juvin, la commissaire scientifique de cette exposition. Alors pour la décrire un petit peu, cette exposition, elle réunit 260 œuvres dont un tiers provient des collections du Louvre, les autres ont des origines diverses et variées, d'ailleurs parfois certaines origines étonnantes, on va y revenir. Mais d'abord, c'est la première fois qu'une exposition est consacrée aux Mamelouks en Europe. C'est une civilisation qui n'est pas très connue. Oui, effectivement, l'exposition est la première dédiée aux Mamelouks en Europe. Il y avait une première exposition aux États-Unis en 1981, donc il y a assez longtemps maintenant. Mais effectivement, on s'en est rendu compte lors d'une enquête auprès du public avant l'ouverture de l'exposition. C'est une période... une dynastie qui reste méconnue. Moi, personnellement, j'ai totalement découvert les Mamelouks grâce à votre exposition. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'une civilisation aussi importante au Proche-Orient, au Moyen-Orient, pardon, soit comme ça, et que sa mémoire ait pu disparaître à ce point ?
Je pense que ça tient un petit peu, en tout cas du point de vue européen, parce qu'elle n'a pas été oubliée au Proche et au Moyen-Orient, hein, parce que les monuments mamelouks sont toujours très présents au Caire, à Damas, dans ce qui étaient les grandes villes du sultanat. Mais du point de vue européen, elle s'est retrouvée un peu coincée, cette période, entre les croisades, d'une part, qui ont toujours été un peu le point de focalisation des Européens et des historiens européens, et puis l'Empire ottoman qui lui a succédé dans la région et au-delà, vaste empire qui a duré jusqu'au début du XXe siècle, et de ce fait, eh bien, les Mamelouks se sont retrouvés un petit peu coincés entre ces deux périodes et ont été un peu oubliés. C'est ce qui explique qu'il y a eu si peu d'expositions sur eux, parce que par ailleurs, c'est un empire qui a été bâtisseur, ils ont énormément construit. On trouve pas mal d'objets, on va y revenir bien sûr de votre exposition, mais donc ils ont construit beaucoup de choses et pourtant très peu d'expositions sur eux. Oui, les Mamelouks ont été de grands mécènes, de grands bâtisseurs, de grands mécènes des arts. On conserve énormément d'objets, de manuscrits, de monuments de cette période, mais eh bien, il n'y a pas eu d'exposition. Il y a eu plusieurs projets, à vrai dire, qui ont pu, dont l'idée a pu naître, mais qui n'ont pas abouti. Et donc, le Louvre est très, très heureux de pouvoir faire aboutir ce projet, avec, c'est vrai, une collection mamelouk au sein du Louvre qui est assez importante et qui justifiait que cette exposition ait lieu au musée du Louvre. Puisqu'il y a, je le disais, mais une partie des objets qui viennent effectivement directement des collections du Louvre. Les autres ont des origines diverses et variées, parfois étonnantes. Je pense par exemple au baptistère de Saint-Louis. Oui, alors ça c'est un objet très particulier qui est un peu la Joconde du département des arts de l'islam. C'est un objet qui est exceptionnel d'abord par les représentations figurées qui le recouvrent entièrement, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, par la virtuosité du travail de ciselure sur cet objet, d'incrustation d'or et d'argent. C'est un grand bol, un grand bassin, je simplifie, un grand bassin, voilà, qui servait au service de la table à l'époque, donc pas du tout à baptiser, évidemment, ça c'est une appellation qui lui est venue beaucoup plus tard. Et donc, il est exceptionnel par sa virtuosité en lui-même, et puis il est extraordinaire par son histoire, parce qu'il a une histoire très particulière. Il arrive en France dès le début du XVe siècle, sans doute. Sa présence est attestée dans les collections royales françaises dès le milieu du XVe siècle, au château de Vincennes. Et à partir de là, il va servir au baptême d'enfants royaux. Le premier qui est bien attesté, c'est le baptême du futur Louis XIII en 1606. Et il y aura d'autres baptêmes ensuite jusqu'au XIXe siècle. Donc c'est vraiment un destin assez improbable, voilà, quand même. C'est un destin assez improbable. On ne sait pas exactement comment il est arrivé en France, mais en tout cas, il est arrivé très tôt et il s'est retrouvé pleinement lié à l'histoire de la royauté française, à l'histoire de France. Alors Karine Juvin, cet empire mamelouk dont nous parlons, il s'est placé très tôt sur le signe de la conquête, on l'a dit, c'est à l'origine un empire militaire. Parmi les objets que vous exposez au Louvre, il y a par conséquent beaucoup d'objets militaires, notamment des casques, des armures. Oui, il y a des objets militaires, puisqu'effectivement, c'est une caste militaire qui se trouve à la tête de cet État. Et donc, il y a cette culture militaire qui est partagée par cette caste, mais aussi qui se diffuse dans la société. Et donc, on a des exemples d'armures. Il y a une très belle armure au nom d'un sultan, Qaït Bey, qui a régné à la fin du XVe siècle. On a un casque qui appartient aux collections du Louvre. On a des manuscrits aussi, qui sont des traités d'apprentissage des armes et d'entraînement aux armes. Mais enfin, l'exposition, c'est aussi beaucoup d'autres choses, parce que je ne voulais pas focaliser non plus sur cette caste militaire. Et notamment beaucoup d'objets religieux, beaucoup de mobilier religieux. L'islam, c'était vraiment l'autre pilier de cet empire mamelouk? Oui, ces esclaves militaires, eh bien, ils étaient entraînés au combat, mais aussi on leur enseignait l'islam et ils devenaient des musulmans fervents et chargés de défendre le territoire de l'islam, comme on disait à l'époque. Donc effectivement, la religion, eh bien, c'est ce qui aussi les relie à l'ensemble de la population, en tout cas à une majorité de la population de ces régions qui était musulmane, même s'il y avait d'autres communautés. Alors juste, effectivement, Karine Juvin, vous m'ôtez les mots de la bouche, les questions de la bouche en l'occurrence. C'est une société donc militaire, basée vraiment sur l'islam, mais en même temps où les minorités chrétiennes, par exemple, ou bien les femmes, avaient une place reconnue.
Oui, bien sûr, effectivement. Donc il y avait des communautés chrétiennes importantes à cette époque, des communautés juives aussi. Et on en a des témoignages dont certains sont montrés dans l'exposition, que ce soit des manuscrits religieux, des objets destinés à des prêtres, des corps d'église. Donc c'était des communautés qui étaient encore très vivantes, prospères, qui participaient pleinement à la société, à la vie culturelle, économique, politique même du sultanat. Alors ce qui est fascinant aussi, c'est que les Mamelouks se sont retrouvés au cœur véritablement des échanges entre Orient et Occident. Est-ce que c'est ça qui explique un tel foisonnement de création artistique ? Oui, alors c'était un sultanat qui, il faut le dire, avait une place importante, essentielle dans le commerce international des épices qui venaient d'Asie du Sud-Est et qui transitaient par la mer Rouge, donc l'Égypte, la Syrie, d'autre part, pour aller vers l'Europe. Donc ils en ont tiré une immense richesse et ça a fait aussi que ce sultanat a été traversé de routes commerciales, diplomatiques, qu'il y avait un grand brassage de populations, beaucoup d'échanges, d'objets, d'hommes, d'idées qui ont évidemment imprégné, si je puis dire, cet art mamelouk, donc qui s'est nourri d'influences diverses, mais qui l'a incorporé et en a fait un art propre, avec sa personnalité propre bien marquée. Alors le sultanat mamelouk va être donc au cœur de tous les échanges pendant un peu plus de 2 siècles. Il va repousser les invasions des croisés, des Mongols, des Ottomans, avant finalement de succomber. De quelle façon ? Eh bien, il y a 2 facteurs principaux, je dirais. D'une part, justement, en lien avec ce commerce des épices, à la toute fin du XVe siècle, il y a l'ouverture de routes par les Européens qui contournent l'Afrique, le cap de Bonne-Espérance, pour arriver directement en Inde et justement contourner l'intermédiaire mamelouk. Et donc cela va forcément affaiblir économiquement le sultanat et annoncer son déclin. Et puis d'autre part, il y avait la puissance montante des Ottomans, justement, qui devenaient de plus en plus menaçants et qui vont finir par attaquer le sultanat et envahir ses territoires. Alors, et par ailleurs, Karine Juvin, ça c'est pour l'histoire. Cette exposition en tant que telle, je l'ai dit, elle rassemble de très nombreux objets, près de 260 œuvres. Vous avez beaucoup travaillé sur la scénographie. J'aimerais quand même qu'on en parle parce qu'il y a un aspect très immersif à certaines des salles. D'ailleurs, quand on démarre l'exposition, on se retrouve véritablement immergé dans un complexe funéraire. Racontez-nous ça. Oui, alors d'abord on a un théâtre d'ombre en arrivant, mais ensuite effectivement on a un complexe funéraire parce que on voulait vraiment plonger le spectateur dans l'ambiance d'une architecture mamelouk au Caire, et donc on se retrouve dans le mausolée d'un sultan qui s'appelle Kalaoun, qui est toujours donc un complexe existant au Caire, qui est magnifique dans son décor, qui manie différentes techniques et qui donne vraiment une bonne idée de l'opulence, de la richesse de ces décors, de ces intérieurs mamelouks bâtis par les sultans et les grands émirs. C'est important cette scénographie pour permettre aux personnes qui viennent visiter l'exposition de se retrouver plongées dans une période de l'histoire ? Oui, bien sûr, c'est important d'amener les visiteurs justement de manière presque matérielle, en tout cas physique, dans cette histoire, dans le climat, si je puis dire, du sultanat. Il y a un autre espace un peu immersif aussi, consacré justement à la vie religieuse, où on a des agrandissements de vues d'intérieur de mosquées. Et puis on termine avec un espace immersif autour de ce fameux baptistère de Saint-Louis, justement. Et c'est absolument passionnant et très beau à voir. C'est donc au Louvre, c'est l'exposition Mamelouk 1250-1517, voilà pour être précis sur la période de l'histoire, mais c'est le titre. Merci beaucoup Karine Juvin, je rappelle que vous êtes la commissaire scientifique de cette exposition qui est à voir jusqu'au 28 juillet. Je retourne en France à présent et je vous préviens, ça va être sanglant. Et bonjour Geoffroy Caillet. Bonjour Alban. Rédacteur en chef du Figaro Histoire. Alors on embarque avec vous dans la machine à remonter le temps. C'est parti, on l'actionne. Je préviens les âmes sensibles, on va effectivement parler d'un épisode sanglant
littéralement, il y a 154 ans, le 21 mai 1871, la Commune de Paris trouvait son épilogue tragique avec l'assaut des troupes gouvernementales contre les insurgés. L'assaut fait des milliers de morts. En représailles, les communards incendient des bâtiments publics, notamment le palais des Tuileries et l'hôtel de ville. Bref, Paris se retrouve véritablement à feu et à sang. Alors on va y revenir, mais d'abord, Geoffroy, revenons sur ce qu'il s'est passé dans les mois précédents. Oui, en fait, tout commence le 18 mars 1871, dans un contexte politique très particulier, qui est la défaite de la France contre la Prusse, l'armistice qui a été signé, évidemment, au désavantage de la France, ainsi que l'élection d'une chambre à majorité monarchique au mois de février. À la suite de ça, la population de Montmartre s'est rebellée et a pris par la force les canons des forces du gouvernement. Le gouvernement, c'est celui d'Adolphe Thiers, il s'est réfugié à Versailles. Et quand la population de Montmartre, le 18 mars, enlève ses canons, elle exécute également 2 généraux. Et dans la foulée, ces insurgés proclament la Commune de Paris à l'Hôtel de Ville. Alors cette fameuse Commune de Paris, comment est-ce qu'elle se met en place, Geoffroy Caillet ? Alors, ce gouvernement a élu un conseil municipal autonome, et ensuite, successivement, il supprime la préfecture de police, il suspend le paiement des échéances commerciales pour 3 mois, il abolit la circonscription, il abolit l'armée de métier, mais il y aura bien sûr des soldats qui vont défendre la commune, qui seront les fédérés. Il supprime le budget des cultes, il supprime une vingtaine de journaux, au premier rang desquels Le Figaro, qui est le premier journal à être supprimé. L'occasion de rappeler que Le Figaro a de l'histoire. Exactement, et qui va quand même réapparaître très vite. Et puis surtout, la commune fait des dizaines d'otages, notamment des prêtres, notamment des gendarmes, qui sont emprisonnés. Et puis évidemment, la colonne Vendôme, on connaît l'épisode, sur la suggestion du peintre Courbet, est abattue le 16 mai 1871. J'ajoute qu'un comité de salut public est créé, c'est vraiment l'esprit de la Révolution qui souffle à plein sur Paris. Et là se pose une question pour le gouvernement français de l'époque, c'est que faire ? Oui, parce que l'armée de Thiers, l'armée du gouvernement est mal en point. Je vous l'ai dit, le gouvernement et l'armée se sont réfugiés à Versailles, mais l'armée n'a pas vraiment les moyens d'une contre-attaque contre la Commune de Paris. D'abord parce que l'armée est soupçonnée de vouloir fraterniser avec les communards, les insurgés. Elle est minée par l'indiscipline. Elle menace vraiment de se désintégrer. Et ça n'est qu'au mois d'avril 1871 que, avec l'action du maréchal de Mac-Mahon, l'armée est un peu remontée, si vous voulez, et Mac-Mahon commence à pilonner Paris à partir de l'ouest de la capitale, de façon à faire céder les insurgés. Et, événement encore plus important, le 23 avril, c'est le blocus alimentaire de Paris qui est décrété. Il faut malgré tout encore 1 mois pour que l'assaut soit donné à la capitale. Cet assaut, il est donné le 21 mai vers 15h. À ce moment-là, 60 000 soldats versaillais, on le voit à l'écran en ce moment, entrent dans Paris par la porte du Point du Jour, donc au sud-ouest de la capitale, du côté de Boulogne. La porte a été laissée déserte et ils rentrent dans Paris. Et c'est le début de ce qu'on va appeler, Geoffroy, la semaine sanglante. Oui, parce que l'armée de Thiers ne va pas faire de quartier. À 3h du matin, dès 3h du matin, les Versaillais tiennent le Trocadéro. Et le lendemain, 22 mai, ils ont déjà repris le contrôle de la place de l'Étoile, de l'école militaire, des quartiers de Saint-Lazare et de Montparnasse. Et enfin, ils vont reconquérir Montmartre, qui est un des bastions des insurgés. Alors comment réagissent les communards face à ces représailles ? Alors, dès l'aube du 22 mai, le peuple de Paris descend, en tout cas une partie importante du peuple de Paris descend dans la rue, des hommes, des femmes très nombreuses, qui dressent 900 barricades dans toute la capitale, avec 45 000 soldats, les fédérés, donc l'armée de la commune, si vous voulez, qui affrontent les 130 000 hommes de Patrice de Mac-Mahon. Les Parisiens viennent de soutenir un siège dont on a parlé, le siège lié notamment au blocus alimentaire, et ils se croient absolument invincibles, puisque malgré tout, au prix de la disparition d'un certain nombre d'animaux du Jardin des Plantes et d'un certain nombre de rats de Paris, ils ont pu survivre. Ils se sont fait bouffer, concrètement. Ils se sont fait bouffer, très clairement. Les animaux, et donc les Parisiens pensent qu'ils vont pouvoir résister à cette armée. Et le lendemain encore, 23 mai, on avance dans la semaine, les fédérés commencent à mettre à sac des hôtels particuliers de la rue de Rille, du côté de l'actuel Palais d'Orsay. Ils se mettent à tout jeter par les fenêtres, tout ce qui va permettre de constituer les barricades. Donc des armoires, des matelas, du gros mobilier. Le général communard Eudes fait miner la grande chancellerie de la Légion d'honneur qui lui sert de quartier général. Et au même moment, les incendies de Paris commencent.
Alors ces incendies, Geoffroy, quelle va être leur ampleur, mais surtout quel était leur but? Eh bien, c'est très étonnant, c'est Karl Marx lui-même qui tentera de les justifier a posteriori en disant, je cite, « La commune a employé le feu strictement comme moyen de défense. Elle l'a employé pour interdire aux troupes de Versailles ces longues avenues toutes droites que Haussmann avait expressément ouvertes pour le feu de l'artillerie. » Or, c'est faux, car les incendies de la commune n'ont arrêté absolument personne. En outre, aucun départ de feu n'a été signalé le long de ces grandes avenues haussmanniennes. Ces incendies volontaires qui ont été au nombre de 240, pour la seule nuit du 23 au 24 mai, en réalité n'obéissent pas à une méthode, ils visent des symboles. Et quels étaient ces symboles? Alors ces symboles, ils sont vastes, ils visent aussi bien le pouvoir politique que le pouvoir économique et le pouvoir spirituel. On commence par les Tuileries, qui sont badigeonnées de pétrole, à l'intérieur, à l'extérieur, ainsi que de goudron liquide, sur les murs, les tentures, les parquets. Tout est ensuite incendié. Ensuite, c'est l'hôtel de ville. Ensuite, le palais de justice. On continue le palais d'Orsay, qui à l'époque abritait la Cour des comptes. Donc c'était avant la gare d'Orsay, actuel musée. La préfecture de police, évidemment, à côté du palais de justice, le palais de la Légion d'honneur dont on a parlé, le palais royal et le ministère des Finances, pouvoir économique, qui est le long du Louvre, sur la rue de Rivoli. Et le musée du Louvre lui-même aurait brûlé si un conservateur particulièrement inspiré, Barbier de Jouy, et l'officier Bernardi de Sigoyer n'avaient percé les combles de façon à faire un appel d'air et permettre aux pompiers d'arriver rapidement et de stopper l'incendie qui avait commencé. Et certains vont même tenter de s'attaquer à Notre-Dame de Paris. Oui, voilà la menace contre le pouvoir spirituel, et plus qu'une menace, puisqu'une poignée d'enragés entasse à la croisée des transepts tout ce qui peut brûler dans la cathédrale, les balustrades du maître-autel, les bancs d'œuvre, les chaises paillées évidemment, tout ce qui brûle, je vous le disais, les missels, les cierges, et on ajoute à cela quelques bidons de pétrole, et tout de suite une immense flamme monte et se met à lécher les voûtes. On a vu des images aussi dramatiques il y a simplement 6 ans lors de l'incendie de 2019. Ce sont les internes en pharmacie de l'Hôtel-Dieu, voisin de la cathédrale, ainsi que des habitants de l'île de la Cité qui, heureusement, vont arrêter l'incendie. Oui, heureusement. Alors les choses, elles font... Comment est-ce qu'elles vont se terminer, Geoffroy? Eh bien, assez mal, j'imagine. Oui, assez mal, parce que dans la nuit du 24 mai, l'essentiel de Paris est repris. La ligne de front s'étend à ce moment-là de la gare de l'Est au parc Montsouris. Donc toute la partie ouest est reprise, et il reste une fraction de la partie est qui est encore aux mains des communards. Dans la nuit du 24 mai, les communards exécutent 6 otages, parmi lesquels Monseigneur Darbois, l'archevêque de Paris. Le lendemain, 5 dominicains sont massacrés avec 9 de leurs employés avenue d'Italie. On continue. Dans la nuit, carrément, les insurgés ne tiennent plus que le 19e et 11e arrondissement, une partie des 10e et 20e. Mais entre 3000 et 4000 combattants continuent de se battre sur les barricades face aux 5 corps d'armée de MacMahon. Et le 26 mai, c'est vraiment l'apocalypse. Les communards fusillent 50 otages, des prêtres, des religieux, des gendarmes, rue Axo. Le lendemain, l'armée de Versailles reprend les buttes Chaumont où se terrent les derniers communards et le Père-Lachaise, après des combats particulièrement acharnés. Et l'épisode sanglant est bien connu, cette fois du côté des communards. 147 fédérés sont fusillés par les troupes de Thiers sur le mur oriental du cimetière du Père-Lachaise. Le lendemain, on est le 28 mai, c'est la fin de la semaine sanglante. La dernière barricade tombe dans le 11e arrondissement, rue de la Fontaine-au-Roi. Et à 16h, ce jour-là, la reconquête de Paris est achevée. Alors quel est le bilan, Geoffroy, de ce qu'on a appelé, vous venez d'utiliser l'expression, la semaine sanglante? Alors il est absolument terrible parce que Paris est dévasté. Aux destructions patrimoniales que l'on a décrites, il faut ajouter la disparition de l'état civil de tous les Parisiens depuis le XVIe siècle, puisqu'il y avait 2 exemplaires des registres, un à l'hôtel de ville, un au palais de justice. Or les 2 ont été incendiés à quelques heures d'intervalle. Donc toute la prévoyance de l'administration n'a rien pu contre ces incendies absolument sauvages. Quant au bilan humain, Thiers l'avait prédit, l'expiation sera complète. Elle l'a été particulièrement. Au tout début de l'histoire de la commune, l'un des protagonistes, qui était historien Lissa Garay, a estimé à 17 000 les morts de la commune. Très rapidement, l'histographie républicaine a porté ce chiffre à 25 000, voire à 30 000 victimes. Et puis le mythe s'est consolidé et beaucoup d'historiens l'a pris comme argent comptant. Il a fallu un chercheur étranger britannique, Robert Tombs, pour réduire le nombre de victimes, en réalité moins de 8 000 et peut-être de son propre aveu seulement 5 000. C'est évidemment beaucoup et il est évident que l'armée de Thiers a eu la main lourde. Mais reste que tout ça a quand même créé un mythe autour de la commune. Oui, il y a un mythe de la commune et ce martyrologe est pesant et il n'a fait finalement que sanctifier la commune de Paris. Et on voit à quel point ce mythe est repris aujourd'hui par un certain nombre de partis politiques.
Ce qui est certain, c'est qu'à tout point de vue, la semaine sanglante est un épisode dont notre histoire nationale aurait vraiment pu faire l'économie. Eh bien, merci beaucoup, Geoffroy Caillier, rédacteur en chef du Figaro Histoire, le dernier numéro qui porte sur 1453 et les derniers jours de Constantinople. Merci pour cet épisode sanglant de l'histoire de France. Et merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe en charge de la préparation de l'émission. Demain, je vous retrouverai à la présentation, même lieu, même heure, toujours sur le canal 34 de la TNT et sur toutes vos box. À bientôt.